De juin pour nous présenter les rapports de la commission 1. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, les deux premiers rapports que je vais vous présenter ce matin sont consacrés au budget de notre collectivité sur deux exercices différents. Le premier concerne l'exercice budgétaire 2019 en cours de réalisation. C'est la décision modificative numéro 3. Elle ne clôt pas l'exercice. Ce sera le rôle du compte administratif qui sera soumis à notre Assemblée en juin 2020. Elle apporte les derniers ajustements en recettes et en dépenses au budget primitif 2019 que nous avons approuvé en décembre 2018. Le second rapport concerne quant à lui l'exercice budgétaire 2020. C'est d'ailleurs le premier acte du budget 2020 puisque la loi nous impose, comme à toutes les collectivités, de débattre ensemble des orientations budgétaires pour 2020 avant que nous n'examinions ensemble le budget primitif en décembre prochain. Deux exercices budgétaires, mais une seule politique financière, celle dont les fondamentaux ont été mis en place en 2016 à notre arrivée. Vous retrouverez donc à la fois dans la décision modificative numéro 3 et dans les orientations budgétaires la volonté de la majorité régionale de maîtriser la dépense, de contenir la dette, de garder un haut niveau d'investissement grâce à une épargne brute élevée, le tout sans recourir au levier fiscal. La responsabilité de la région pour le présent, mais aussi pour l'avenir des Ligériens est essentielle. Elle ne peut s'accommoder de promesses intenables, de montages financiers hasardeux ou de faiblesses coupables. Avec les services de la région, dont il faut ici souligner l'engagement et la qualité, nous effectuons un travail très important pour l'amélioration des pratiques comptables et financières et pour la fiabilité de nos comptes. C'est un travail ingrat mais nécessaire qui transparaît dans ces deux rapports. Le Césaire en a salué les effets vertueux. Je rappellerai qu'il a aussi des effets coûteux. Cette persévérance dans l'effort et le sérieux budgétaire est la seule méthode pour traverser les aléas institutionnels et économiques auxquels nous sommes confrontés et garder le cap fixé pour gagner les combats autour desquels notre action s'articule, l'emploi local, l'équité territoriale et l'efficacité régionale. Je vous propose donc d'examiner successivement la décision modificative numéro 3, le rapport sur les orientations budgétaires 2020 et enfin et ensuite les 8 rapports suivants dont un vous sera présenté par Vanessa Charbonneau. La décision modificative numéro 3. Je m'appuierai sur le PowerPoint qui va vous être projeté pour affirmer en premier lieu que cette décision modificative, et ce n'est pas surprenant, est en parfaite cohérence avec les priorités régionales. La présidente l'a assez largement évoqué dans son propos introductif. On y retrouve donc des mesures dans cette décision modificative sur le soutien à la jeunesse, avec notamment le fait d'assumer jusqu'au bout la compétence de l'apprentissage, le renforcement de l'action régionale en faveur de la transition écologique avec deux dossiers importants, la filière bois et le plan de prévention et de gestion des déchets, le soutien à l'économie et l'emploi avec le commerce du futur, il en a été question, l'enveloppe confiée à Pôle emploi et le volontariat territorial en entreprise. Le renforcement de l'équilibre territorial avec la montée en puissance du Fonds régional de développement des communes et le renforcement et l'abondement du plan régional d'accès à la santé. Enfin, et ce n'est pas la moindre des cohérences, le respect de la trajectoire financière et la préservation du cap budgétaire. Vous constaterez tout à l'heure, en lisant les chiffres, que l'épargne brute est maintenue à un haut niveau, tandis que l'emprunt est très légèrement en baisse. Et nous accélérons, j'en ai déjà dit un mot, la transformation de nos pratiques comptables pour les améliorer. Dans les programmations pluriannuelles, la région renforce ses priorités. On le voit au travers des autorisations de programmes. Vous avez les chiffres qui sont devant vous et que je ne vous relis pas en détail. Retenons que le solde net sur les mouvements d'autorisation de programme est de 5 millions d'euros, 1%, à peu près 1% du montant total
des autorisations de programme, ce n'est pas des chiffres extrêmement importants. En matière d'autorisation d'engagement, un certain nombre de sommes sont inscrites, qu'il s'agisse de l'apprentissage, de la formation ou d'actions éducatives. Ici, le montant est de 4,84 millions d'euros, c'est-à-dire un peu moins de 1%. En crédit de paiement, vous trouverez des sommes au profit de l'apprentissage, des provisions pour risque de perte et de l'aide à l'informatisation des lycées. J'attire votre attention sur les 10 580 000 euros inscrits au titre de la contribution régionale au fonds de péréquation de la CVAE. Vous savez que depuis 2 ou 3 années, nous bénéficions de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui s'est substituée pour partie à la taxe professionnelle. Cette cotisation est évidemment en lien direct avec le dynamisme économique d'une région, et c'est le cas pour ce qui nous concerne, puisque chaque année, depuis 2018, on voit progresser de manière significative le montant de la CVAE qui est passé de 450 millions et qui, pour arriver en 2020, d'après nos estimations, à un tout petit peu plus de 500 millions d'euros. Mais cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'accompagne d'un dispositif qui doit dater de 2011, visant à opérer une péréquation entre l'ensemble des régions de France, au terme de laquelle les régions dont le dynamisme est le plus important et dont la recette de CVAE est la plus importante verse ou reverse au pot commun des sommes, et c'est le cas de la région des Pays de la Loire. Nous avions prévu pour le budget primitif 2019, nous avons prévu au budget primitif la somme de 3,8 millions d'euros. C'est plus de 14 millions d'euros qu'il va falloir verser, donc il faut rajouter 10,5 millions, tandis que nous prévoirons, mais vous le verrez tout à l'heure dans les orientations budgétaires, une somme de 15 millions pour l'an prochain. C'est donc une atténuation au fond de l'amélioration de la recette par ce fonds de péréquation. Comme je vous le disais à l'instant, la décision modificative est respectueuse des équilibres budgétaires. Je vous laisse découvrir les tableaux à la fois sur l'épargne brute ou sur l'emprunt d'équilibre qui le démontrent de manière importante. Je profite de cette décision modificative pour vous parler ou pour évoquer des actions inédites en matière d'amélioration de la qualité comptable, puisqu'elles ont d'ailleurs des traductions dans les comptes de la région. Il a fallu opérer, vous le verrez, un rattrapage de certains amortissements qui n'avaient pas été pratiqués depuis 2005, parce qu'à l'époque, c'était des pratiques qui étaient considérées comme acceptables, mais qui ne le sont plus maintenant. Une diminution à opérer de l'écart entre l'inventaire de l'ordonnateur et du comptable, avec une somme qui tourne à plus de 500 millions d'euros, 500 000 euros, pardon, en 4 ans, des régularisations d'avance au compte d'avance des lycées et l'intégration de biens issus des transferts de compétences, sans oublier la création d'un véritable inventaire physique à l'échelle de la région, avec notamment le descriptif et l'estimation de l'ensemble des lycées. On a souhaité ici mettre en avant les efforts de la collectivité pour l'amélioration de la qualité comptable et la fiabilité des comptes. La région des Pays de la Loire est la seule région métropolitaine engagée dans le processus de certification des comptes. Je le disais en introduction, le Césaire en a souligné les effets vertueux. Je voudrais, en ce qui me concerne, en souligner les aspects coûteux. Les efforts déployés par les services de la région sont extrêmement importants. Ils mobilisent des ressources humaines et financières non négligeables. Réunions, comités de pilotage, sollicitations de bureaux d'études ou de cabinets financiers, travaux d'inventaire, estimation immobilière des 114 ou 115 lycées de la région. Tout cela est loin d'être neutre en termes de temps passé et en termes d'argent. Et je veux souligner ici l'engagement des services de la région et notamment l'engagement de la directrice du projet certification. Nous sommes convaincus de l'intérêt que cela représente à terme.
même si cette opération a aussi un impact en termes d'image, puisque ce travail d'analyse de la situation met en lumière un certain nombre d'insuffisances ou de dysfonctionnements en matière de tenue de compte, dysfonctionnements qui sont intervenus bien avant notre arrivée et qui d'ailleurs étaient habituels et sont habituels dans toutes les régions. Certaines datent même des premières lois de décentralisation. Les autres régions de métropole auraient exactement les mêmes constats, mais elles se sont abstenues d'être engagées dans une démarche de certification et la Cour des comptes ne parle pas d'elle. Et donc, on aurait pu attendre, dans les communiqués de presse de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale, un peu de recul sur les observations qu'elle fait et ne pas s'en tenir à un catalogue de dysfonctionnements sans même mettre en avant les efforts de la collectivité. On y voit même quelques erreurs factuelles, comme le reproche formulé de décaler d'1 an l'adoption du SRADET, cher à Maurice Perrion, qui travaille énormément sur ce dossier, en oubliant de mentionner que c'est avec l'autorisation expresse du gouvernement et du Premier ministre lui-même que nous avons l'autorisation de le présenter l'an prochain, au lieu de cette année, à cause de la décision de l'État d'abandonner le projet Notre-Dame-des-Landes. Et je reviendrai tout à l'heure, dans les orientations budgétaires 2020, sur un certain nombre d'exactitudes en matière de progression des dépenses réelles de fonctionnement de la région. Voilà pour la décision modificative numéro 3. Je vais maintenant passer à la présentation du rapport sur les orientations budgétaires pour 2020, en m'appuyant là aussi sur la projection d'un PowerPoint. Je vous l'ai dit, ces orientations budgétaires, mais reconnaissons que c'est assez habituel depuis un moment, se situent dans un contexte économique et institutionnel qui bouge. Le contexte économique, je ne vous fais pas une leçon d'économie ou de macroéconomie, évolue de manière importante. Alors, on va attendre que... Voilà, parfait, merci. Donc, des indicateurs économiques en repli dans un contexte international mouvant. Vous avez les différents items, je ne les développe pas devant vous. L'environnement institutionnel, il ne cesse de bouger au fil des années, avec des conséquences financières extrêmement importantes. C'est le cas notamment de la perte de l'apprentissage, qui était une compétence régionale historique et qui a des conséquences financières importantes. Sur la réforme de l'apprentissage, compte tenu de la volonté affirmée par la présidente et approuvée par cette Assemblée de tenir notre place jusqu'au bout, sans désemparer, c'est un coût supplémentaire pour la région, puisque l'État, évidemment, lui, cesse d'abonder nos budgets. Il faut aussi mettre en place la nouvelle compétence de l'orientation sur 5 départements. Vous connaissez les détails de ce projet extrêmement important qui entraîne un certain nombre de recrutements à opérer, qui ont aussi un certain nombre de conséquences. Et puis, il faut se préparer au renouvellement d'un certain nombre de contrats avec l'État, le contrat de plan État-région, la future programmation des programmes européens, Vanessa vous en dira un mot dans un rapport tout à l'heure, et la finalisation de 2 documents extrêmement structurants pour l'avenir des Pays de la Loire, le SRADET et ma région 2050. Tout ceci, nous affrontons tout ceci en gardant les fondamentaux affirmés en début de mandat et qui sont rappelés devant vous. Je ne les relis pas, vous les connaissez, car nous les exposons toutes les années. Quelques détails quand même sur les périmètres à la fois de recettes et de dépenses qui ont été extrêmement largement modifiés. En matière de recettes, vous avez 2 grandes modifications auxquelles nous sommes confrontés cette année. La réforme de l'apprentissage, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec une perte de recettes de plus de 100 millions d'euros, qui est heureusement largement compensée, mais pas complètement, par une diminution des dépenses en même temps. Et puis, la montée en puissance du plan régional pour l'investissement dans les compétences, le PRIC.
Vous pouvez constater les chiffres et qui vont continuer sur 2020 jusqu'à 2022. C'est beaucoup de millions d'euros. Les formations que nous avons dû financer par ce plan sont de plus en plus nombreuses et s'adressent aussi à des publics de plus en plus compliqués ou complexes, ce qui fait que le coût de ces formations est assez exponentiel. Parallèlement, nos recettes de fonctionnement évoluent de manière plus habituelle, par contre, avec le dynamisme des recettes fiscales, qu'il s'agisse de la CVAE, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de la fraction de TVA qui nous ont été attribuées. Ce dynamisme de ces recettes-là est juste à côté de l'atonie, par contre, des autres recettes propres de la région. La contribution aussi au fonds de péréquation de la CVAE, je vous en ai parlé. Notre engagement de ne pas augmenter la pression fiscale et bien sûr l'impact de la réforme de l'apprentissage qui engendre une baisse des recettes de 129 millions d'euros. Je rapproche ce chiffre, 129 de baisse de recettes, 108 de baisse de dépenses. Vous voyez qu'il y a un delta de pratiquement 25 millions d'euros qu'on retrouvera au fil de ces orientations budgétaires d'ailleurs. Les recettes d'investissement, elles évoluent légèrement à la baisse. C'est dû pour l'essentiel à la fin de la programmation des fonds européens, de la fin de la période 2014-2020, avant de passer à la période 2021-2028. On est en fin de programmation. Il est donc normal que les recettes, comment dirais-je, soient plutôt sur une pente légèrement descendante. De manière équivalente, le périmètre d'analyse des dépenses est lui aussi bouleversé par la perte de la compétence apprentissage, je n'y reviens pas, la montée en puissance du plan régional d'investissement des compétences, l'impact de l'ajustement comptable entre sections opéré en 2019, cet impact qui va continuer, aboutit à des crédits supplémentaires en fonctionnement et à des autorisations d'engagement supplémentaires. On y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Et enfin, l'ajustement de la contribution régionale au fonds de péréquation. Pour en revenir à l'ajustement comptable, cela nécessite pour nous d'annuler en section d'investissement certaines inscriptions budgétaires, tant en autorisation de programme qu'en crédit de paiement, et à les réinscrire pour un montant strictement équivalent en section de fonctionnement. Ces orientations budgétaires vont être l'occasion pour moi de réaffirmer, à la suite de François Pain dans les premières années du mandat, la forte maîtrise des dépenses de fonctionnement. À périmètre constant, celles-ci donc sont parfaitement stabilisées. Et je vous rappelle que quand on applique les retraitements qui sont opérés par l'État et qui l'ont été, le préfet nous a écrit, le préfet de région nous a écrit au moment de la mise en place du contrôle de nos dépenses, puisque vous savez que 319 des plus importantes collectivités avaient été sollicitées par l'État pour signer un contrat, on appelle le contrat de KO. Nous n'avions pas accepté de signer ce contrat, non pas que nous craignions de ne pas remplir ces engagements, au contraire, bien au contraire, puisque les derniers chiffres validés par le préfet, c'est moins 4% de dépenses réelles de fonctionnement à la région des Pays de la Loire. On est donc largement meilleur que le 1,2% d'augmentation que l'État tolérait pour les collectivités. Donc aucune inquiétude à ce sujet. Grâce à cette maîtrise, eh bien, notre épargne brute est parfaitement préservée, comme vous le voyez sur l'histogramme qui vous est présenté. Ça nous permet de garder le même niveau d'investissement, un haut niveau d'investissement, autour de 450 millions d'euros. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est que pour les années dont les comptes administratifs sont approuvés, c'est le même chiffre. C'est-à-dire que nos prévisions dans les budgets primitifs, non seulement ce sont des prévisions d'investissement soutenables pour les finances de la région, mais également soutenables dans la capacité qu'on a à les réaliser. C'est toujours facile d'afficher 600 millions d'euros d'investissement quand vous n'êtes pas capable d'en faire 440 ou 400. Donc nous, on dit 450 et on les fait. Voilà, je crois que c'est là aussi une marque du sérieux budgétaire
de notre majorité. Vous avez le détail de la prévision des investissements par commission dans le tableau qui vous est présenté. Quand on la réincorpore dans les 3 priorités de la région, qui sont affichées dans le budget, l'emploi local, l'équité territoriale et l'efficacité régionale, c'est 730 millions pour l'emploi, 605 millions pour l'équité territoriale et 14 millions pour l'efficacité régionale, ce qui représente sur cette période 2019-2022 1,350 milliard d'investissements, c'est-à-dire 3 fois 450 millions. Un autre des fondamentaux que nous avons toujours mis en avant, c'est le ralentissement de la dette. Il n'est pas strictement possible de la diminuer, de la baisser. Une région et un volume de dette, c'est un peu comme un paquebot, ça ne s'arrête pas, je dirais, sur le champ. Et donc, nous avons une trajectoire vertueuse en matière de ralentissement de la dette. Vous voyez dans l'histogramme qui vous est projeté un léger saut, si vous voulez, en 2020. Ça provient des 20 ou 25 millions de dépenses non couvertes en matière d'apprentissage du fait de la fin de la compétence. Le schéma suivant vous montre bien la trajectoire vertueuse où on voit que par rapport à une période passée, l'augmentation du stock de dette est largement contenue et présente une ligne à peu près horizontale, de la même manière que la courbe de la capacité de désendettement qui se trouvera en fin de mandat autour de 5,8 années, soit inférieur aux 6 années, à 6 années. Dans les engagements pluriannuels, on retrouve également des chiffres que vous connaissez et des courbes habituelles dans l'évolution des restes à payer, comme dans les autorisations de programme affectées et non mandatées qui sont détaillées commission par commission. Vous avez également, année par année, les volumes d'autorisation de programme qui vous sont, comment dirais-je, indiqués. Alors, le montant des autorisations de programme, 500 millions par an, est légèrement supérieur au crédit de paiement. L'autorisation de programme, c'est une technique budgétaire qui permet à la collectivité de déterminer à un moment donné l'enveloppe qu'elle va consacrer à telle ou telle politique, et c'est les crédits de paiement qui sont, je dirais, l'aspect opérationnel de l'opération, et donc évidemment ils sont plus affinés et sont en général et toujours légèrement inférieurs à l'autorisation de programme, qui est un peu supérieure pour des raisons de, comment dirais-je, de cohérence et d'efficacité. Cette stratégie financière, mais ce n'est pas moi qui vais le développer, elle est au service d'une politique régionale, elle est au service de priorités régionales, articulées autour de l'emploi local, de l'équité territoriale et de l'efficacité régionale. Je ne détaille pas devant vous les, comment dirais-je, les projections qui vous sont faites, vous les connaissez, et chacune et chacun de mes collègues vice-présidents va tout à l'heure éventuellement en parler dans ces interventions. Le combat pour l'emploi, c'est la montée du PRIC, par exemple, c'est le tissu économique régional dans lequel on intervient, et puis la thématique très importante et transversale, santé, alimentation. Pour l'équité territoriale, c'est le SRANET et ma région 2050, c'est les fonds européens post-2020, c'est la stratégie pour les transports régionaux, et puis bien sûr l'amplification de nos efforts en faveur de la transition écologique avec la montée en puissance de la prise de compétences sur l'eau et donc sur les rivières, qui est chère à un grand nombre d'entre nous, au premier rang desquels Bruno Retailleau. Le combat pour l'efficacité régionale, eh bien, c'est l'amplification de notre démarche sur la transition numérique. Bon, tout le monde en parle, mais vous savez que c'est aussi un dossier qui est extrêmement important, qui est chronophage et qui entraîne également des dépenses extrêmement importantes. La poursuite de la démarche sur la certification des comptes et une politique ressources humaines ambitieuse, articulée autour du projet d'administration que
sous l'impulsion du directeur général des services, la région a mise en place. Et les vues qui suivent vous permettent de voir, notamment sur ce que nous promouvons autour du mot efficacité régionale, c'est effectivement que les finances doivent y contribuer en étant, comment dirais-je, économes dans les dépenses, avec des exemples qu'on pointe généralement et qu'on pointe souvent quand elles augmentent. Eh bien, il faut aussi savoir montrer quand elles baissent, qu'il s'agisse de la communication ou des frais de réception qui diminuent de manière extrêmement importante depuis le début de ce mandat. Ce sérieux budgétaire, il est important à souligner à l'intérieur du périmètre géographique de notre région, mais il est toujours intéressant de pouvoir le comparer avec les autres régions de France. Et on voit que, par exemple, en matière de dépenses de personnel par habitant, nous sommes au premier rang, dans le caractère raisonnable de ces dépenses, de la même manière qu'on voit que dans les dépenses réelles de fonctionnement, nous sommes au niveau le plus bas des régions françaises. Ce qui m'amène à vous donner quelques précisions dans les deux tableaux qui suivent, puisqu'il y a eu des articles de presse avec des graphiques qui pouvaient, comment dirais-je, induire en erreur votre jugement. Les dépenses de la région, dépenses réelles de fonctionnement, entre 2015 et 2018, elles n'ont pas augmenté. Elles ont baissé de 1%. 1%, c'est-à-dire de 8 millions d'euros, quand on retraite ces, comment dirais-je, ces dépenses, comme la préfecture l'a fait pour vérifier que nous respections les engagements que nous n'avions pas pris, enfin les engagements qu'elle avait fixés aux collectivités. Il est un peu regrettable que tant la Cour des comptes que la Chambre régionale qui relaie ces informations sur ces communiqués de presse aient oublié de tenir compte de ces retraitements, alors même que nous les avions signalés au cœur de l'été, pour bien montrer qu'il fallait être précis. Donc je voulais vous montrer ces tableaux. Donc les dépenses réelles de fonctionnement de la région des Pays de la Loire ont baissé de 1% depuis 2015. C'est bien ce qui nous permettra, comment dirais-je, d'avoir une situation financière saine pour affronter les défis qui s'ouvrent à nous pour la période de fin de mandat. Voilà, Madame la Présidente, pour les orientations budgétaires pour 2020. Mais je passe directement aux autres rapports plus habituels ou moins fondamentaux de la Commission Finances, dès que je les aurai retrouvés. Voilà. Ce qui me permet de me reprendre mon souffle. Alors, les rapports suivants. Donc, le premier rapport que j'ai à vous présenter, c'est le rapport sur les mesures fiscales. Donc, vous avez le détail du rapport. Il est extrêmement conforme à nos engagements. On ne touche pas au levier fiscal, qu'il s'agisse de la TICPE, qu'il s'agisse des cartes grises ou qu'il s'agisse des certificats d'immatriculation. Nous restons exactement au même niveau, non seulement que l'an dernier, mais au même niveau que celui que nous avons trouvé en arrivant. Le rapport suivant, c'est le suivi des entités liées à la région. Après vous avoir présenté en juin l'inventaire quasi exhaustif de l'ensemble des sociétés mixtes, d'économie mixte ou SPL liées à la région, vous avez aujourd'hui présenté l'ensemble des rapports d'activité que ces sociétés ont adoptés avant et adressés à la région avant le 30 septembre. Vous avez donc, j'en suis certain, examiné attentivement le bilan de ces nombreuses sociétés d'économie mixte. Le rapport suivant, c'est la méthodologie et le calendrier des programmes européens 2021 et 2027, mais je passe la parole avec plaisir à Vanessa Charbonneau. Merci, Monsieur le Président.